Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Vous revenez d'Israël Oui. avec d'autres élus écologistes, dont votre homologue à l'Assemblée nationale. C'est un voyage de 4 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce voyage est un déplacement normal, avez-vous dit vous-même, compte tenu du fait que la France entretient de bonnes relations avec Israël. Ça a suscité pourtant des remous dans votre propre parti. Ça vous a étonné ? Pour être franc, oui. J'étais surpris et étonné. J'ai trouvé d'ailleurs certaines réactions qui n'étaient pas très nombreuses en vérité, mais très exagérées, voire très partiales, voire excessives. Et nous, avec François de Rugy et les collègues parlementaires, nous sommes très clairs. Nous sommes bien sûr, dans notre parti écologiste, des défenseurs de la cause palestinienne et depuis longtemps, depuis plus longtemps encore que 1967. Notre position est très claire. Nous sommes pour les deux États, nous sommes pour le droit international, nous sommes pour les frontières de 67. Après, nous sommes aussi pour l'existence et la sécurité d'Israël, et c'était bien naturel d'aller voir les différents interlocuteurs sur place. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui regardaient combien de... là, on se prenait vraiment pour Henry Kissinger, si j'ose dire, parce qu'on regardait dans le programme sur place combien de minutes nous étions passés à Jérusalem-Ouest ou à Jérusalem-Est, combien de minutes nous étions d'un côté ou de l'autre. Voilà, tout ça n'a pas grand intérêt, et je crois que ce qui était important, c'était que d'une part, nous les écologistes, nous ayons le message de la paix, de la nécessité d'être dans la discussion entre Israéliens et Palestiniens. Je note d'ailleurs les efforts de l'administration américaine et je trouve positif. Nous faisons pression au niveau international. Il y a eu des choses très claires au niveau de l'ONU l'année dernière. Et voilà, et ce qui est important, c'est le dialogue et la possibilité de se respecter dans la discussion. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens à l'intérieur de votre groupe qui souhaitent un boycott clairement d'Israël ? Ce n'est pas la position de notre parti, hein. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on veut dire. D'un côté, défenseur de la cause palestinienne, de l'autre côté, un défenseur de la terre d'Israël dans les frontières de 67 et dans le droit international et dans le respect. Et ce n'est pas la position de notre parti, le boycott des produits israéliens. En revanche, et je suis très catégorique aussi pour dire les choses, mais c'est tout à fait cohérent avec mes propos précédents, nous sommes totalement opposés à la colonisation, au-delà des frontières de 67. Et ce qui se passe à Jérusalem-Est, notamment, ne rend pas du tout service à la cause et à l'image de l'État d'Israël. Voilà, ce sont des éléments que nous avons pu observer sur place de façon très claire, et la position de notre mouvement, c'est celle que je viens. C'est pas la position de votre parti de boycotter Israël. Non. Enfin, il y a quand même des sénateurs chez vous qui sont vraiment pour le boycott. Non. Je pense. Non, c'était le cas de Madame. Mais non, Madame Benbassa, c'est l'autre sénatrice. C'était le cas de Madame Boumedienne, effectivement, Voilà, qui était sénatrice de notre parti et qui a quitté notre mouvement et qui n'a pas été renouvelée au Sénat. Alors vous avez rencontré Shimon Peres. Mais je suis très content, Madame Pujac, qu'on ait cet échange parce que justement, je sais que votre bonne foi sur le sujet, mais souvent nous sommes caricaturés à ce niveau-là parce que nous avons eu quelqu'un comme Madame Boumedienne ou d'autres aussi dans des manifestations qui étaient dans des mots d'ordre scandaleux vis-à-vis d'Israël, et nous sommes très clairs, pro-palestiniens, pour la paix, pour l'État d'Israël dans les frontières du droit international. Alors vous avez rencontré Shimon Peres, le porte-parole du Premier ministre, le ministre de l'Environnement, et côté palestinien, des membres du gouvernement, de l'autorité palestinienne. Vous avez le sentiment que l'écologie est présente et soutenue à la fois en Israël et chez les Palestiniens ? Très insuffisamment, et c'est d'ailleurs l'un des éléments clés de la guerre, de la crise, c'est-à-dire notamment l'accès à l'eau. Vous connaissez le sujet. Il y a déjà très peu de politique environnementale au sens strict. Nous avons rencontré Amir Peretz, le ministre israélien de l'Environnement, qui a un budget extrêmement réduit, qui essaie de faire ce qu'il peut, mais c'est modeste. Et la question de l'eau est essentielle, aussi bien par rapport au lac de Tibériade que par rapport au Jourdain. Il y a une grande politique aussi, que nous ne soutenons pas vraiment, nous les écologistes, par rapport au coût énergétique. C'est la question de la désalinisation. Voilà. C'est dur à dire. Oui, surtout le dimanche matin, toutes mes excuses pour vos auditeurs. Et là, il y a une vraie nécessité d'avoir un partenariat, y compris d'ailleurs au niveau international, sur le partage de l'eau et sur l'accès de l'eau de l'ensemble des populations, je le dis clairement, notamment à la population palestinienne. Et il y a un grand sujet aujourd'hui qui vient d'émerger, c'est le fait qu'il y ait de grands gisements de gaz offshore. Et donc la question justement de la politique énergétique, de la transition énergétique, est-ce que ça va servir en
production interne pour un développement économique utile, ou alors est-ce que c'est uniquement à l'exportation? Il y a là de grands enjeux qui traversent la région, tant sur le plan environnemental que sur le plan de la nature, que sur le plan de l'eau, que sur le plan de l'énergie et du gaz. Donc on voit que les grands problèmes écologiques regroupent les grands problèmes géopolitiques et géostratégiques. Alors, Monsieur Placé, pour rester au Moyen-Orient, un nouveau président vient d'être élu en Iran, Hassan Rouhani, dit modéré. La France se déclare prête à travailler avec lui sur le dossier nucléaire et sur l'engagement de son pays en Syrie. Est-ce que, à votre avis, cette élection est une bonne nouvelle ? Moi, je ne suis pas assez spécialiste de la question iranienne pour donner des leçons ou pour faire des projections. Bon, après, la question iranienne, c'est que l'ensemble des pouvoirs sont plutôt ceux du guide suprême de la révolution, qui contrôle et le Parlement et le pouvoir judiciaire, et également des forces armées qui sont très proches du guide suprême, M. Khamenei. Bon, j'espère bien sûr que nous pourrons discuter, ça me paraît important dans le droit international, dans le cadre des instances internationales. Après, la notion de modéré me laisse toujours perplexe, donc pour le coup, je suis un peu comme saint Thomas, voyez-vous, j'attends des actes et j'espère qu'il y aura des actes par rapport à la Syrie, vous venez de le dire, parce que le soutien de l'Iran est massif auprès de Assad, et sur la question nucléaire, nous sommes évidemment extrêmement inquiets, il n'y a pas besoin, évidemment, nous sommes contre le nucléaire civil, mais encore plus contre le nucléaire militaire, donc ceci dit, ça doit être valable pour l'ensemble des forces en présence dans la région. Et sur le plan du nucléaire, parce que bon, c'est vrai que c'est un homme ouvert plus ouvert au dialogue sur le plan du nucléaire, ça peut changer un peu la donne? Non, moi je suis très catégorique, nous n'avons pas besoin de propagation nucléaire dans cette zone, et particulièrement en Iran. Enfin, si on commence à ouvrir le débat, parce qu'on nous aurait dit que ce sera modéré, il faut savoir que ce modéré a été soutenu pour faire ce résultat-là par le guide suprême. Enfin, ne soyons pas naïfs par rapport à la démocratie iranienne. Il a été soutenu, donc il y a une volonté stratégique manifestement du pouvoir iranien d'ouvrir sur l'aspect modération, tant mieux. Après, il faut que ça se traduise en acte, et pour que ça se traduise en acte, déjà, il faut qu'il y ait moins d'ingérence, y compris d'intervention militaire directe en Syrie. Ne soyons quand même pas tout à fait naïfs, et dans d'autres mouvements que dans le temps, nous aurons pu qualifier de terroristes. Donc attention aux a priori ou alors aux effets d'aubaine de la communication au quotidien. Alors, puisque nous y sommes, on va continuer quand même, puisqu'on ne vous entend pas souvent sur les problèmes de politique étrangère, c'est peut-être l'occasion. La situation en Turquie se dégrade avec une répression accrue sur les manifestants. Erdogan va-t-il tenir face à cette rébellion, et est-ce que c'est souhaitable ? Nous soutenons les revendications légitimes des manifestants. Justement, Madame Benbassa, qui est notre sénatrice et qui connaît très très bien les questions turques, a fait un communiqué d'ailleurs en ce sens. Il y a d'ailleurs pour le coup aussi des questions sociales, des questions environnementales qui sont sous-jacentes aux revendications, qui sont aussi des revendications démocratiques. Et il me paraît important, sinon que M. Erdogan tombe, parce que qu'il y ait un dialogue avec la société civile, qu'il y ait un dialogue avec les jeunes, qu'il y ait un dialogue avec les chercheurs, pour que justement la société turque s'ouvre davantage, parce qu'il y a aussi la pression de la rue qui est là. Est-ce que c'est un printemps turc? Je ne sais pas, mais je pense que c'est extrêmement important d'arrêter la répression policière et de se remettre dans la discussion avec la société civile, les universitaires, les chercheurs, les intellectuels turcs qui sont aussi en soutien de ce mouvement de rue. Alors avant de passer aux affaires françaises, encore une petite question sur la Syrie justement. La décision du président américain Barack Obama de livrer des armes aux rebelles en Syrie, est-ce que c'est une bonne chose? Alors si j'ai bien regardé de près la situation, ce n'est pas de livrer des armes directement, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Américains qui vont livrer des armes directement, mais ils vont faciliter, si j'ose dire, les réseaux de transport et de logistique venant de soutien de l'opposition, qui est dans un débat millénaire entre les sunnites et les chiites, donc j'ai compris que l'Arabie saoudite notamment était derrière.
J'ai compris que c'était circonstanciel à 2 titres. D'une part, par rapport à la polémique sur les guerres chimiques, c'est tout à fait légitime, et puis aussi dans le fait plus conjoncturel que l'opposition syrienne est durement acculée autour de Alep et d'Homs, notamment par rapport à l'engagement du Hezbollah libanais. Et les Américains, comme je pense d'ailleurs les Occidentaux, Angleterre et France, essayent de trouver une solution pour endiguer la restauration du gouvernement, du pouvoir d'Assad et de la réalité militaire après la chute de Al-Qasser. Et donc, je peux comprendre cette situation-là. Bon, pour ma part, je l'ai toujours dit, je suis quand même extrêmement réservé, un peu dans une forme de parallélisme par rapport au débat nucléaire, avec la propagation des armes, parce que sur le coup, on se dit il faut absolument le faire, et on se retrouve quelques mois plus tard avec des bandes armées complètement incontrôlées et incontrôlables. Bien sûr, avec des armes qui traînent par-ci par-là, qu'on revend, qu'on répand dans une zone qui n'a pas besoin d'un développement d'armement. Donc vous voyez que je suis partagé, mais quand même très réservé par rapport à la position américaine, et je ne souhaiterais pas que la France s'engage excessivement dans cette voie-là. Alors on va évoquer l'actualité française et on va commencer par les retraites, si vous voulez bien. Comment vous jugez le nouveau plan de retraite? La méthode Hollande est apparemment de faire payer un peu tout le monde. Est-ce que ça vous convient? Pas trop. Pour moi, c'est la technique du rapport, si j'ose dire, qui ne me plaît pas. On a vu, il y a une forme déjà de dessaisissement terrible du rôle du Parlement sous la Ve République par l'exécutif, par le gouvernement, par le président de la République. Et là, on nous a fait le coup du rapport gallois, donc hop, 2 jours plus tard, le gouvernement décidait 20 milliards d'aides directes aux entreprises, sans critères, sans priorisation, avec une augmentation de TVA, ce qui n'était pas vraiment tout à fait les engagements de la campagne. Et par ailleurs, au-delà de ça, il ne me semble pas très efficace sur la réalité entrepreneuriale, la création d'emplois et le développement économique. Là, c'est un petit peu la même chose, on n'ose pas vraiment affronter le débat, donc il y a des partis politiques, il y a le Parlement, et puis hop, on nous trouve Madame Moreau, qui a l'air tout à fait respectable, du haut du Conseil d'État, et qui nous pond un rapport qui est à peu près de la même veine que les rapports qu'on nous pond depuis une quinzaine d'années, droite ou gauche confondus, qui se retrouve dans l'idéologie, je le dis et j'assume, de ce que faisait M. Fillon, et on se retrouve avec la litanie de l'augmentation, bien sûr, un peu de cotisation, mais aussi l'âge légal de départ qu'on repousserait, mais que là on se dit c'est peut-être un tabou, donc attention. Ensuite on fait les trimestres de cotisation, 41,5 à 44, ensuite les fonctionnaires, ensuite les familles nombreuses, enfin voilà, on se retrouve dans le débat qui était le même que l'idéologie libérale de Fillon-Sarkozy. Et on essaie de nous vendre ça en expliquant que c'est inéluctable et qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il ne peut pas y avoir de débat. Il n'y a pas de changement, vous voulez dire, avec ce qui se passait sous le quinquennat de M. Sarkozy? Ce rapport ne me plaît pas du tout. J'attends effectivement les annonces précises du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voudriez? Parce que qu'est-ce que propose le rapport? Justement, de reculer le départ en retraite, de l'âge du départ en retraite, mais ça paraît évident qu'il faudra arriver là, de toute façon. Moi, j'ai dit qu'il fallait réfléchir d'une part sur les cotisations, aussi bien patronales. La durée de cotisation, vous voulez dire? Non, que sur le montant des cotisations, c'est-à-dire qu'accroître les cotisations. Moi, j'assume de dire cela. C'est pas non plus, ça fait pas plaisir à tout le monde de dire ça. Accroître les cotisations, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Mais il faut bien financer le système. Donc moi, je dis, une des solutions, ça passe par un accroissement significatif des cotisations, aussi bien patronales que de la CSG, que nous ayons une réflexion, et ce n'est pas non plus neutre de dire cela, sur l'indexation des pensions, donc faire déconnecter la question de la progression des pensions sur la progression, par exemple, de l'inflation. Donc, vous voyez, il y a des sujets, je ne les nie pas, mais je voudrais aussi qu'on essaie de réfléchir sur les petites pensions. Donc ça, il faut vraiment avancer sur ce sujet-là. Sur la question de la pénibilité. La pénibilité, vous savez, c'est pas rien, hein. C'est le travail la nuit, c'est l'exposition aux matières toxiques et cancérigènes, c'est le port de charge.
on est dans une société plus tournée vers les services aujourd'hui, mais tout de même, il y a encore des métiers industriels, économiques difficiles. Donc cette vision, elle doit être globale. Et puis, il faut aussi tenir compte de ce que ça doit être la retraite, parce qu'on a l'impression que c'est anti-économique la retraite. Mais moi, je vois des retraités qui sont dans la vie associative, dans la vie culturelle, qui sont en phase avec une activité de la société d'entraide intergénérationnelle, qui sont dans les activités sportives aussi. Et il faut tenir compte de cela et ne pas porter une forme d'opprobre un peu sur les retraités, parce qu'on a l'impression qu'à la fin, les retraités, c'est un inutile, c'est pas un inutile, la retraite. Ben, je suis inquiet, je vous dis, ce rapport m'inquiète beaucoup, je ne partage pas les grandes priorités de ce rapport. On attend bien sûr les préconisations du gouvernement qui vont arriver, je crois, avant la fin de l'été, a dit le Premier ministre, et c'est à ce moment-là, bien sûr, que nous aurons le débat. Il faut s'attendre à de nouvelles manifestations autour de ce plan de retraite, la réforme des retraites. Vous savez, on ne peut pas dire toujours le contraire de ce qu'on avait dit, de ne pas faire le contraire de ce qu'on avait dit quand on était en opposition. En 2010, et on sera très intéressant de reprendre l'ensemble des interventions des responsables politiques de l'époque. Qui manifestaient d'ailleurs contre la réforme préconisée par Sarkozy et je pense à sa mémoire cette semaine, parce qu'il y a eu pour le coup un bel hommage à Pierre Mauroy. L'un des derniers grands discours de Pierre Mauroy au Sénat a été justement sur les questions de retraite. Et je peux vous dire que... C'était il y a 20 ans, les choses ont beaucoup changé depuis. Bien sûr, la bien dette sûr. s'est accumulée. Non, les déficits plutôt se sont accumulés, la dette s'est creusée. Et la question est aussi de la solidarité par rapport à celles et ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé. Et je souhaite qu'on ne détricote pas les retraites dans notre pays. Et là-dessus, vous voyez... Je suis très ferme. Alors on voit bien que vous avez quelques reproches à faire au gouvernement. Justement, votre parti EELV a 2 ministres au gouvernement. Or, un sondage montre que de plus en plus de militants écologistes se demandent « Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce gouvernement ?» Est-ce que vous aussi, il vous arrive de vous poser la question ? Je me suis déjà posé la question, bien évidemment, c'est naturel, il n'y a pas à fermer le débat. Vous avez la réponse, vous y répondez également ? Oui, comment ? Mais je pense qu'à l'heure à laquelle nous parlons... Cela fait un an que nous sommes aux responsabilités avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et cette année, effectivement, n'a pas été émaillée de grandes avancées sur le plan écologique, sur les questions économiques, budgétaires, fiscales, monétaires, financières. Nous avons aussi des interrogations. Il y a eu des avancées sur le plan, je pense, démocratique. Moi, je pense à l'indépendance de la justice. On voit actuellement le nombre d'affaires qui foisonnent. Et quelque part, c'est parce que aussi le pouvoir n'intervient pas. Donc ça, c'est des éléments positifs. Il y a le mariage pour tous, qui est une belle réussite de la majorité, où nous avons été capables de réformer dans un sens de progrès social pour notre pays. Donc, évidemment, le temps du bilan n'est pas encore sur la table. En revanche, nous sommes très très clairs, et nous l'avons dit au président de la République, les annonces qui ont été faites à la conférence environnementale, par exemple, l'année dernière, avenue d'Iéna, elles ont vocation à se réaliser cette année. Donc les choses sont claires sur le gaz de schiste, mais nous voulons aussi que les choses soient claires sur la transition énergétique, et particulièrement la fermeture de Fessenheim et l'orientation vers la réduction. Qui n'a pas l'air d'être au goût du jour, d'ailleurs. Si. Il y aura... Si, mais on a plutôt l'impression que le gouvernement n'a pas du tout l'intention de fermer Fessenheim, contrairement à ce qu'ils avaient dit, d'ailleurs. Madame Pujac, les choses vont être claires, c'est à la fin de l'année. Il y aura la loi sur la transition énergétique, on verra. Pour fermer Fessenheim, vous avez raison, il faut un article de loi. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport au gouvernement et au vote du Parlement. Par ailleurs, il y a le débat important sur la fiscalité écologique qui a vocation pour nous tout à la fois à lutter contre le dérèglement climatique et à l'émission trop importante de gaz à effet de serre, et faire en sorte qu'on redistribue la consommation et la production et le transport et la distribution vers des modes moins polluants et plus respectueux de l'environnement, mais soucieux aussi du développement économique. Et cette fiscalité écologique, en particulier sur le diesel, sur le kérosène, sur les pesticides, sur l'aménagement du territoire, parce que nous avons des objectifs sur l'artificialisation des sols, notamment pour justement lutter contre, eh bien, cette fiscalité écologique a été promise par le président de la République et par le Premier ministre. Nous travaillons aujourd'hui avec Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve à la mettre en place au prochain
budget, la prochaine loi de finances 2014. Donc vous verrez que là, il y aura des vrais sujets très clairs sur la table et que nous souhaitons voir aboutir. Auquel cas, c'est vrai que nous n'aurions pas grand-chose à faire dans ce gouvernement sur les sujets qui nous importent, transition énergétique, conversion écologique de l'industrie et fiscalité écologique, nous n'étions pas entendus. Donc vous nous dites, on reste au gouvernement et on se réserve de faire le bilan le moment venu, mais en même temps, on pourrait vous poser la question à l'inverse, à quoi servent les écolos, puisqu'ils rouspètent tout le temps et ils finissent par voter avec le gouvernement? Alors, d'ailleurs, on ne vote pas toujours avec le gouvernement, ce qui fait rouspéter plutôt le gouvernement et les socialistes, notamment sur la loi enseignement supérieur et recherche, ou alors sur la réforme territoriale, qui est quand même un échec de modernisation du pays, et aussi d'ailleurs de nécessité de réduction des déficits, mais de façon vertueuse, parce que la réforme territoriale aurait pu permettre justement d'avoir un moindre enchevêtrement de strates administratives. Donc, vous voyez, nous sommes très clairs dans notre stratégie que nous assumons. Nous avons la chance d'avoir de bons ministres, notamment l'action de Cécile Duflot au logement est saluée par l'ensemble des partenaires de ce secteur très difficile dans cette période de récession. Donc, nous soutenons nos ministres, nous soutenons globalement l'action du gouvernement et nous avons une forme de loyauté dans ce soutien. Après, nous avons la parole libre, le vote libre et nous disons des choses très claires sur les préoccupations qui sont les nôtres et nous sommes pour un changement de cap de la politique économique, sociale et écologique du gouvernement. Nous sommes pour un dynamisme et un volontarisme européen accru. Donc vous voyez, nous ne sommes pas seulement d'ailleurs les chevaux légers ou les aiguillons de ce gouvernement. Nous voulons peser sur les décisions dont nous pensons aujourd'hui qu'elles ne vont pas assez loin en termes de volontarisme, de transformation de la société et de réforme. Alors Jean-Vincent Placé, sur la candidature à la mairie de Paris, vous êtes prononcé contre Cécile Duflot. Non, enfin, je ne peux pas vous laisser dire cela. Je suis un militant écologiste francilien, je suis sénateur de l'Essonne, je suis de près la vie de mon parti comme chacun le sait. Nous avons eu un processus démocratique extrêmement vivant, intense et convivial aussi. Nous avons désigné Christophe Najdovski, qui est un excellent militant, adjoint au maire de Paris. Oui, enfin, vous l'avez soutenu, mais Madame Duflot dit qu'elle hésite. Non, mais je ne vais pas parler au nom de Madame Duflot, mais Christophe Najdovski est notre candidat. Il va faire campagne dès maintenant, il fait déjà campagne, il va intensifier son effort avec les militantes et les militants écologistes de Paris et très au-delà avec la société civile, avec les associations et avec celles et tous ceux avec lesquels nous travaillons sur le terrain. Et vous verrez qu'en mars prochain, son nom figurera en tête de liste des Verts de Paris et je pense qu'il fera un très bon score au-delà des 2 chiffres que Alors vous ne pouvez pas parler espérons. À la place de Madame Cécile Duflot, c'est bien évident, mais vous pouvez quand même nous dire ce que vous en pensez. Madame Duflot, elle laisse planer le doute malgré tout. Non. Est-ce que vous attendez de sa part une clarification? Voilà, qu'elle dise clairement, oui, j'y vais, non, je n'y vais pas. Cécile est très claire, je crois qu'elle a dû dire que, sauf circonstances exceptionnelles, il y a toujours des circonstances... Écoutez, elle ne doit pas être si claire que ça pour que vous ayez éprouvé le besoin de dire Monsieur Najdovski ira jusqu'au bout. Mais non, Madame Pujac, c'est que là, vous... C'est moi qui interprète, vous voilà, croyez. votre profession vous amène à une curiosité tout à fait louable, mais parfois à des analyses trop complexes. Et la réalité, elle est simple. Nous étions hier, d'ailleurs, à l'AG régionale des Verts d'Île-de-France à Montreuil, ce qui s'est très très bien passé. Et Christophe Najdovski était là. Il sera là, d'ailleurs, également à la convention nationale du parti qui a lieu samedi prochain. C'est notre candidat, c'est un très bon candidat. Et je vous le dis, nous ferons de très bons résultats aux élections municipales de l'année prochaine. C'est noté. Il y a ce matin dans le journal du dimanche un sondage sur Lyon où nous avons un ami, Pierre Raymond, qui est testé sur les municipales de Lyon, 12%, voilà, c'est-à-dire qu'un an avant le premier tour, nous sommes déjà à 12% à Lyon, nous sommes à 8-10% à Paris et dans l'ensemble des villes dans lesquelles nous serons présents, les villes de 100 000 habitants, je pense à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Lille. Vous voyez, notre force politique est extrêmement vivante et je permets de le dire, mais je sens que je vais m'interrompre pour pouvoir vous laisser poser une question, mais nous avons une nouvelle génération
de responsables politiques, Cécile Duflot, Pascal Canfin, Pascal Durand, François de Rugy, Barbara Pompili, moi-même. Et je crois que nous avons une nouvelle génération de trentenaires, de quadragénaires, qui donne une vision tout à la fois assez vivante, assez amicale, parce que nous nous entendons bien, et puis plus moderne de l'écologie. Donc je crois que cette image-là commence à pénétrer dans l'opinion, et je crois que c'est très important pour le futur. Monsieur Placé, aujourd'hui, il y a une élection législative partielle en Lot-et-Garonne, oui. Dans l'ancienne circonscription de Jérôme Cahuzac. Alors les observateurs disent que le candidat socialiste pourrait perdre dès le premier tour et l'UMP, le Front National, se retrouver face à face au second. Ça vous inquiète ? Mais on verra évidemment ce soir. Nous avons un candidat écologiste. Je ne sais pas trop si je peux faire de la pub pour lui aujourd'hui en termes de scrutin. Il s'appelle Lionel Feuillas. Bon, eh bien, je m'arrête tout de suite. Sur le scrutin, bien sûr, nous perdons, je dis bien la gauche, nous-mêmes, ça va, nous maintenons les écologistes, mais la gauche, et particulièrement le Parti socialiste, toutes les partielles ont été perdues jusque-là, il y en avait 7 jusque-là. Elles ont toutes été perdues par la gauche. Le Parti socialiste, et il y a un sondage qui est assez inquiétant, iTélé et le Huffington Post, qui montre que le PS, l'UMP et le FN seraient à égalité aux européennes. Bien sûr, mais le PS vole, si j'ose dire, de défaite en défaite à chaque scrutin. Les sondages sont très difficiles pour lui, pour notamment les européennes, même si au municipal, il semble se maintenir par rapport à la qualité des maires sortants, qui est incontestable dans la plupart des lieux où ils ont réalisé des mandats et des propositions et des réalisations. La réalité, effectivement, c'est que, et cela doit faire réfléchir le président de la République et le gouvernement, qui soutient aujourd'hui la politique du gouvernement. Il y a eu un rare tel désaveu aussitôt après une élection. C'est rare. On est plutôt dans des codes de popularité qui ont traditionnellement lieu 3 ou 4 ans. Mais on peut se demander, mais pourquoi si vite un désamour? Monsieur Sarkozy avait attendu beaucoup plus longtemps. Monsieur Sarkozy, dans les pour lequel j'ai pas plus que ça évidemment d'intérêt, a fait une politique de droite du début jusqu'à la fin. C'est un homme de droite, donc il fait une politique de droite. Exactement, donc il a toujours été soutenu par une base sociale de l'UMP, et là encore significative. Vous voulez dire que le gouvernement de gauche ne fait pas une politique de gauche? Le gouvernement, très rapidement, a choisi la ligne de l'absence de volontarisme européen en signant tout de suite le traité européen, le traité préparé par Sarkozy et Merkel, le traité Merkozy, disait Daniel Cohn-Bendit, et tout de suite après a fait un geste probablement inutile. On est passé du Merkozy au Mercoland, c'est ça que vous voulez dire? Je ne dirais pas cela, mais juste après, donc le crédit d'impôt 20 milliards, l'accord national interprofessionnel. Alors il y a vraiment, d'ailleurs il n'y a rien d'infamant là-dedans, mais tout à la fois c'est globalement assez inutile et inefficace, et tout à la fois ça donne des signaux essentiellement à l'électorat centriste, s'éloignant de l'électorat socialiste et écologiste. Eh bien les candidats socialistes en pâtissent énormément à chaque scrutin, on le voit bien, et donc moi pour Villeneuve-sur-Lot je suis plutôt inquiet. Je crois que heureusement, si j'ose dire, la droite, c'est assez catastrophique entre Copé et Fillon, leur division, donc il n'y a pas de proposition et c'est pas terrible. Voilà, mais ça ne fait pas un projet politique d'espérer que la droite soit pas bonne. Et puis, bien évidemment, une très forte inquiétude par rapport à la montée continue et puissante du Front National. Là, c'est là ma vraie Alors, vous pouvez aussi être inquiet inquiétude. peut-être par toutes les affaires. Vous avez vu que Stéphane Richard, le patron de Orange, qui est mis en examen dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, il va rester à la tête d'Orange avec le soutien de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, sur toutes ces affaires, je dis toujours la même chose. J'ai dit la même chose pour Cahuzac, ça m'a été reproché. J'ai dit la même chose pour Sarkozy, ça m'a été reproché, mais par d'autres. Là, je dis la même chose pour Stéphane Richard, présomption d'innocence, secret de l'instruction, qui manifestement n'intéresse plus grand monde, et surtout non-intervention absolue du pouvoir politique dans toutes ces affaires. Donc voilà les éléments.
Après, moi, on rentre dans le détail des discussions. Je suis désolé de dire que les vrais responsables ne sont pas là. Comment ça se fait que Madame Lagarde, on dit, c'est la patronne, on dit, ah bah non, elle était moins insistée. Pourquoi le directeur de cabinet, qui n'est pas évidemment n'importe qui, mais lui étant mis en examen pour une qualification quand même très très forte. De la même manière, quid de Monsieur Guéant, et puis à un moment aussi, quid du vrai patron, sa 5e République, du président de la République, alors qu'il y a eu des réunions à l'Élysée. Donc, bien sûr, M. Richard n'est pas un lampiste, mais il faut quand même tout à la fois respecter les principes que j'ai édictés, présomption d'innocence, secret d'instruction, non-intervention du pouvoir politique, et d'autre part se tourner quand même vers les vrais responsables dans cette affaire qui est quand même, par ailleurs, bien ténébreuse, pour reprendre une expression bien connue. Nous terminons en 1 minute sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire, et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question: quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Alors, je tiens à vous dire que c'est vraiment vrai, que ça n'a rien à voir avec ma venue sur RCJ, mais ça fait référence au départ de notre entretien sur le déplacement en Israël, et j'en ai profité, si j'ose dire, pour étoffer ma culture sur le sujet. Et donc, mon livre de chevet qui est très intéressant, j'espère que je ne serai pas encore critiqué en disant que c'est pas le bon bouquin, etc. Bon, c'est Shalom Salam de Claude Faure, qui est une entrée par voie de dictionnaire sur l'ensemble des sujets, qui soient d'ailleurs religieux, qui soient géographiques, qui soient culturels, qui soient philosophiques, qui soient économiques, qui soient sociales et aussi écologiques, de l'entrée d'une vision globale du conflit israélo-palestinien à l'aune de l'histoire et à l'aune aujourd'hui, bien sûr, de la situation bien difficile que les Israéliens et les Palestiniens vivent là-bas. Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, merci d'avoir été notre invité, l'invité Merci du pour cette invitation. grand entretien.